Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 14 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et hier, dégringolade des valeurs technologiques, encore une fois, notamment après les propos de Lael Brainard, une membre de la Fed, qui a justement suscité des craintes sur les marchés concernant la première hausse de taux qui pourrait arriver dès le mois de mars. En tout cas, ces propos ont conforté aux yeux des investisseurs le scénario d'une première hausse de taux à partir du mois de mars. Donc derrière, Wall Street a quand même terminé en baisse sur des prises de bénéfices. Les valeurs technologiques ont quand même terminé en forte baisse à la suite justement des propos de plusieurs responsables de la Fed qui se sont exprimés encore une fois sur la nécessité de freiner la hausse de l'inflation. Donc, devant la commission bancaire du Sénat, justement, la gouverneure de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a exprimé sa confiance dans la capacité de la Banque centrale américaine à freiner la hausse de l'inflation qui représente actuellement quand même plus du double de l'objectif de l'institution. Néanmoins, les marchés n'ont pas trop réagi lors de la publication des chiffres de l'inflation, car, encore une fois, je pense qu'ils préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comme je vous le disais, en se disant que l'inflation était conforme aux attentes et que potentiellement, nous avons peut-être un pic qui a été atteint. Et donc, le pire n'est pas certain. Cependant, rotation sectorielle qui s'opère encore sur les marchés et les valeurs technologiques sensibles à la perspective d'une hausse des taux de la Fed ont vraiment subi de lourdes pertes, notamment les grosses tech comme Microsoft, Tesla, Amazon et Apple. Maintenant, le catalyseur, c'est toujours la saison des résultats trimestriels avec ce vendredi JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Ensuite, les grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats la semaine suivante. Donc là, pareil, ça va vraiment permettre de prendre la température et on va tout de suite voir si finalement la rotation sectorielle se poursuit et les opérateurs vendent massivement les techs ou au contraire, un creux de marché commence à s'installer sur le Nasdaq et des opérateurs effectuent des achats à bon compte sur les grosses valeurs. En tout cas, pour l'instant, on le verra dans la partie macro, les investisseurs privilégient les valeurs dites value. En Europe, forcément, suite à la dégringolade de Wall Street hier, on recule en début de séance dans le sillage, comme je vous le disais, de Wall Street et aussi des places asiatiques. Les nouvelles déclarations des membres de la Fed forcément ont ravivé les craintes liées à la remontée des taux d'intérêt et à l'inflation. En soit, comme je vous le disais encore une fois, qu'on remonte les taux au mois de juin ou au mois de mars, ça ne change strictement rien. Actuellement, le marché price en avril, on a dit le mois de mars. Les marchés parfois ont peur de leur ombre. Vraiment, je me pose la question. Comme je vous le disais, si on augmente de 50 points de base d'un coup, oui, là, ça peut créer des turbulences et un accident, en tout cas un dérapage plutôt non contrôlé. Mais le fait de relever les taux un peu plus tôt qu'anticipé, à savoir de seulement un mois, vraiment, je trouve que le marché, encore une fois, est dans la surréaction, comme toujours. Mais les propos tenus par la Brenner, en fait, ont conforté aux yeux des investisseurs voilà, le scénario d'une première hausse de taux dès le mois de mars. Effectivement, si on avait quelques doutes, si on disait, bon, peut-être que Jérôme Powell va relever les taux un peu plus tard, bon, je vous avais quand même montré des graphiques où les marchés priceaient quand même à 80% la hausse de taux au mois de mars. Faudrait que je retrouve ce graphique. À mon avis, effectivement, on a dû taper les 90-95%, à mon avis, de probabilité de hausse de taux dès le mois de mars. Donc, au moins, le marché le price et maintenant, c'est acté. Cet après-midi, il faudra surveiller quand même les chiffres mensuels des ventes au détail aux États-Unis.
événement macro important, et l'événement micro, ce sont les premières publications des résultats dans le secteur bancaire américain. Donc deux éléments qui, ce matin, incitent à la prudence les investisseurs, mais comme je vous le disais, vont permettre justement de donner de la visibilité, notamment si les banques ont d'excellents résultats. Et à mon avis, si c'est le cas, la rotation sectorielle devrait continuer de s'opérer sur les marchés, et les investisseurs vont vraiment privilégier les grosses valeurs bancaires, les valeurs industrielles dans leur portefeuille, plutôt que les techs qui potentiellement battent de l'aile avec la hausse des taux couplée à la hausse des rendements obligataires. Et pour mettre un peu en perspective ce que je viens de dire, ici on note très clairement la rotation sectorielle qui est en train de s'opérer sur les marchés. Vous voyez, j'ai pas le taux à 10 ans US, c'est dommage, mais on a une corrélation parfaite avec le taux américain à 10 ans. Effectivement, celui-ci accélère. Il est bientôt au niveau de janvier 2020 ici. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le taux à 10 ans sur ce graphique, mais effectivement, on est revenu sur le niveau quasiment de janvier 2020. Par conséquent, ça dope les marges du secteur, notamment les bancaires. Donc, grosse rotation sectorielle toujours en place sur les marchés depuis le début de l'année, comme vous pouvez le voir, hein, les valeurs value qui se redressent très largement. 2020 a été l'année des valeurs de croissance, des techs, 2021 aussi, et je pense, encore une fois, que 2022 ne sera pas l'année des valeurs technologiques. En tout cas, ça va être compliqué pour elles d'afficher des performances à 2 chiffres. Le Nasdaq s'est envolé en 2020, 2021, des actions ont pris entre plus de 100% en l'espace de 18 mois. Ça pourrait commencer à être compliqué pour ces valeurs-là. Et justement, au contraire, revenir sur peut-être des valeurs délaissées, survendues par les opérateurs, des valeurs industrielles, des valeurs, je dirais pas reprise économique, mais fin du Covid. Voilà, les valeurs comme Airbus, les valeurs comme Vinci qui reprennent de la hauteur. Bon, les bancaires, j'en passe, hein, comme vous le disiez, Citi, Wells Fargo, JP Morgan, BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole. Mais sinon, en valeur française, voilà, on voit très clairement que les valeurs du luxe, par exemple, L'Oréal, Kering, Hermès, se font déchirer actuellement par les marchés. Et au contraire, on a un gros rebond des valeurs industrielles, les équipementiers, les pétrolières, l'énergie aussi, c'est un secteur intéressant actuellement. Donc, pour l'instant, ce pari, en tout cas, est gagnant. Et ça pourrait être un pari de long terme sur 2022, à mon avis. Ici, nous avons le bilan de la Fed. En tout cas, selon Deutsche Bank, c'est les prévisions à venir du bilan de la Fed. Donc, ici, nous avons le bilan de la Fed par rapport au PIB américain. Et donc, actuellement, pour mettre les choses en perspective, le bilan de la Fed est évalué à 8 800 milliards de dollars. Bon, il a plus que doublé en 2 ans. Injection de liquidités pharaonique sur les marchés pour lutter contre le choc lié au Covid. Mais certains membres de la Fed estiment que ça a été peut-être un peu excessif. Effectivement, injecter en dessous, si on reprend l'ensemble des banquiers centraux qui ont injecté plus de 10 000 milliards, effectivement, c'est du jamais vu dans l'histoire. Maintenant, pareil, un graphique quand même assez cocasse, je trouve, puisque Deutsche Bank s'attend à ce que le bilan de la Fed culmine juste en dessous des 9 000 milliards de dollars, en soi, ce qui serait pas, qui serait plutôt correct, envisageable, effectivement, qu'on voit qu'on est à 8 800 milliards de dollars. La Fed peut très bien monter son bilan jusqu'à 9 milliards avant de commencer la réduction de son bilan. Et comme je vous le disais, donc Deutsche Bank s'attend à ce que la Fed culmine
son bilan en dessous des 9 000 milliards de dollars après la fin de l'assouplissement quantitatif en mars, avant de retomber à près de 20% du PIB contre plus de 35% aujourd'hui. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'actuellement, les 8 800 milliards de dollars représentent les 35% du PIB américain et la réduction du bilan pourrait atteindre quasiment 20% d'ici 2025. Donc, selon cette projection, le bilan en fait serait réduit de 560 milliards de dollars cette année et de 1000 milliards de dollars en 2023 et une réduction actuellement de 650 à 700 milliards de dollars équivaut à une hausse de 25 points de base. Donc là, pareil, des éléments vraiment importants à prendre en compte. Encore une fois, est-ce que les marchés sont prêts à subir une telle réduction du bilan? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce scénario ressemble à celui de 2018, où, rappelez-vous, la Fed avait procédé à plusieurs hausses de taux. Les marchés avaient commencé à tanguer. Fin décembre, les marchés lâchaient complètement. La Fed prévoyait d'augmenter ses taux en 2019, continuer la hausse de taux en 2019. Elle a dû faire marche arrière à partir du moment où les marchés ont commencé à lâcher 10%. Donc, si le S&P reproduit le même schéma qu'en 2018, on va déjà voir comment les marchés encaissent une, deux, voire trois hausses de taux. Si les marchés ont les reins solides, commencer à réduire le bilan. Mais si on commence à réduire le bilan de manière trop agressive, les marchés, encore une fois, vont opposer de la résistance. Et s'ils opposent de la résistance, ils le feront savoir en chutant de plus de 10%, 15 voire 20%. Même scénario qu'en 2018. Et dans ce cas-là, la Fed, encore une fois, devra faire volte-face, réinjecter des liquidités et stopper les hausses de taux à venir en 2023. Donc vraiment, gardez bien ce scénario en tête. Si les marchés commencent, déjà là, on constate que les marchés commencent un peu à tousser, mais s'ils commencent véritablement à s'enrhumer et à lâcher, la Fed fera forcément marche arrière sur la normalisation de sa politique monétaire. Côté graphique maintenant. Alors, le CAC 40 a quand même enfoncé sa zone actuellement. Donc j'attends confirmation avec la clôture daily. Le point négatif, effectivement, c'est cette sensation qu'on valide un chandelier un peu de retournement donné hebdomadaire. Donc si en clôture de bougie ce soir, on parvient à reconquérir les 7180, bon, j'estimerais que les acheteurs gardent la main. Voilà, si on préserve la zone de support, les acheteurs gardent la main. Si on clôture sous ce niveau, effectivement, je noterai un peu une dégradation de la tendance. On a un peu un pattern assez compliqué. En premier lieu, cette étoile filante. Là, on a un peu un avalement baissier. Et puis, si on essaye un peu de fusionner tous ces patterns, ça pourrait même donner une étoile du soir doji, quasiment. Une étoile, ouais, à peu près une étoile du soir doji. Dommage qu'on ait un peu de corps. C'est pas véritablement un doji, mais plutôt une étoile du soir. Et donc, un chandelier qui invite à la prudence. Maintenant, à confirmer en clôture hebdomadaire. Si c'est validé, comme je vous le disais, dans ce cas-là, cherchez un pullback pour aller chercher en TP1 cette zone-là. Voilà, là on a vraiment une magnifique zone de prix à aller chercher. 7067, 7050, et ce serait le premier TP à aller chercher. Et derrière, retour sur 7000 points. Donc pour l'heure, effectivement, le sentiment que les acheteurs, les vendeurs tentent de prendre l'ascendant psychologique,
Juste, j'aimerais une confirmation sous la zone en données hebdomadaires, au moins, déjà même en données daily, pour être sûr qu'on ne tombe pas dans un range. Voilà, et qu'on ne fasse pas un double creux et derrière que ça reparte. Mais si on reste tel quel, effectivement, ce scénario de fanion est en train de prendre forme. Effectivement, on avait un beau fanion ici et pour l'instant, c'est validé. Donc derrière, ce serait une correction en A, B, C. Et si on break, donc là, chercher un pullback. Et si on break les anciens plus bas, aller chercher, comme je vous le disais, la zone à 7050, puis 7000 points. Ouais, ça donne même un peu plus bas comme objectif. Mais on a une configuration baissière qui est en train de prendre forme, très clairement sur le CAC 40. Maintenant, comme je vous le disais, j'attends la publication des bancaires, les chiffres de la production aux États-Unis, car si on a un énorme contre-pied, ça invaliderait véritablement ce scénario. Et on serait plutôt dans une optique de double creux. Et dans ce cas-là, en cas de cassure des 7255, il faudra chercher des achats sur l'indice pour aller chercher le comblement du gap et la zone à 7005. Mais si une clôture daily plus hebdomadaire sur la zone, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il faudra plutôt chercher des ventes sur l'indice français. Concernant le DAX, c'est la même chose. Autant passer directement sur le futur. On surveillait toute la semaine la formation de cette épaule, tête épaule. Là, ici, sur le cash, honnêtement, je note pas grand-chose d'intéressant, à part qu'on a évolué dans un range entre 15 008 et 16 000. Mais depuis lundi, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose à faire sur l'indice allemand. La bougie weekly, elle n'est pas aussi horrible que sur le CAC. En tout cas, on n'a pas une structure de retournement sur l'indice allemand. On pourrait aller faire un pullback un peu agressif sur notre kick jaune ici, pourquoi pas. Mais le setup qui m'intéresse actuellement, c'est vraiment cette cassure, la formation en données 4 heures d'une épaule tête-épaule. Là, elle est en train de prendre forme. Peut-être que certains ont anticipé la cassure, enfin anticipé la formation de la deuxième épaule. Dans ce cas-là, effectivement, c'était un plan comme un autre, pourquoi pas sur signal, et ça vous permet d'avoir un excellent ratio. Maintenant, la baisse pour moi sur l'indice allemand sera confirmée si on break voilà, la zone de polarité. Pour moi, on a un très beau niveau ici, 15 750, 15 790. Si on donnait 4 heures, on enfonce ce niveau, alors je passerai baissier sur l'indice allemand. Voilà. On peut très bien faire une épaule, tête, épaule, arriver ici et repartir en haut du range, finalement ranger. Donc là, pour l'instant, comme sur le CAC, une dynamique haussière qui commence à se dégrader, très clairement. On est un peu sur le fil du rasoir. Autant sur le CAC, je trouve que on est à un stade un peu plus avancé que sur le DAX, déjà. On est vraiment sous des résistances, sous notre zone de résistance, alors que là, le DAX, on est au-dessus d'une zone de polarité. Donc là, on attendra vraiment la cassure, mais si cette dernière est amenée à céder sous la pression vendeuse, alors mise en place d'une stratégie baissière avec un stop loss au-dessus, et on ira chercher l'objectif théorique de cette épaule tête épaule. Donc à suivre cet après-midi, voir si on accélère en direction de la ligne de coup, ou au contraire, si on commence à repartir, eh bien, invalidation de cette figure et stratégie de trading range à venir pour la semaine prochaine. Le Dow Jones, nouvelle fois, pullback sur CMM50. C'est pas, la configuration reste honnête sur l'indice américain, très clairement. On n'est pas repassé sous l'oblique, sous la kill jaune. Bon, on est sur zone.
Alors, on est sur notre zone intermédiaire, juste ici, celle qu'on a regardée sur les futurs. En données weekly, pas énormément d'informations. On est vraiment sur un doji, donc plutôt une semaine hésitante pour les marchés. Effectivement, les résultats d'entreprise vont derrière nous donner de la visibilité. Mais pour l'heure, pas de chandelier indiquant un retournement baissier dans l'immédiat. Bon, en données 4 heures, on est vraiment sur un beau niveau. Alors, on est retombé sur le beau niveau, la M50 a remonté, Platen Can, et on a notre zone horizontale ici. Donc, tant que cette zone tient, les acheteurs peuvent encore se manifester. Regardons les futurs directement. Ok, on est en plein dans la zone. On est en plein dans la zone. Pour l'instant, c'est rouge. Et de nouveau dans la zone. Bon, eh bien, attendons l'ouverture à 15h30. Mais si on clôture vers la même 50 et sur le plaquis de jaune, comme je vous le disais, à mon avis, on aura une invalidation de ce triangle. Et on risque de retomber sous la zone basse. Pour l'heure, on est en plein dans la zone, comme je vous le disais. Pullback une nouvelle fois sur l'oblique. Pour l'instant, on est sur une bougie baissière. Et en horaire, pareil, bougie baissière, flux directionnel, donc aucun intérêt de chercher les achats tout de suite. Là, j'ai beau basculer sur toutes les unités de temps, vous voyez, on a un flux baissier qui est en train de s'installer, on n'a pas de changement de retournement, pas de précipitation. Attendons de voir si les prix vont se stabiliser et avoir, si on a une belle bougie flux derrière, en donner 15 minutes. Mais en l'absence de signal, là, j'estime que la zone est en train d'être enfoncée. Donc, j'attendrai quand même 15h30 et un signal haussier sur une bougie au moins 15 minutes horaire pour confirmer un rebond s'il y a sur cette oblique couplée à cette zone. Sinon, dans le cas contraire, eh bien, forte probabilité qu'on retourne chercher la zone basse, mais auquel cas, on invaliderait justement ce fameux triangle symétrique. L'euro-dollar, bon, maintenu en échec sur les 1,1460. Si certains veulent prendre des bénéfices ici, c'est toléré, c'est pas interdit très clairement. Effectivement, on est sur une belle zone. Zone de résistance intermédiaire, l'objectif théorique est un peu plus haut. Mise à BE du stop loss, ça me paraît judicieux, très clairement. On a suffisamment de marge. Si le marché retombe, ce serait dommage enfin, si le marché n'atteint pas l'objectif théorique et retombe, ce serait dommage de sortir en perte. Donc une première prise de bénéfice peut très clairement s'opérer sur ce niveau. Mise à BE du stop loss et comme toujours, objectif théorique à 1,1530 pour aller chercher la zone hebdomadaire. Une belle zone de polarité, rappelez-vous. Tac, tac, par ici, voilà. Tous les creux qu'on a formés ici, le spike par ici. Bref, très belle zone de polarité à 1,1530. Maintenant, données 4 heures. On est en train de souffler, on souffle un peu, on n'a pas réussi à franchir la résistance des 1,1460. On est en train de retomber. En données horaires, où est-ce qu'on se situe? Ok, on a validé un double top sur et une divergence sur la résistance des
1,1460. Donc potentiellement, on pourrait soit évoluer dans un range ici, et derrière, si on casse ce niveau, ce sera embêtant. On irait sûrement plus bas. Donc d'où l'intérêt de protéger son stop, enfin, protéger son trade, mettre à break-even. Pour l'instant, c'est haussier, mais il ne faudrait pas qu'on enfonce le niveau de support horaire ici vers les 1,1435. Car à mon avis, on pourrait retomber vers les 1,1420 derrière. Donc là, gestion de position. Et on surveille l'évolution du marché pour savoir si on va peut-être consolider dans un range. Si on casse par le haut, dans ce cas-là, objectif 1,1530. Le GBP/USD, toujours bien orienté à la hausse. Une zone à aller chercher 1,38. Bon, on bute sur la MM200. La clôture hebdo va être belle. Ok, donc on a la MM200, la MM50. Bon, on a quand même une belle bougie en hebdomadaire. Pareil, remontez les stops si vous êtes à l'achat sur le GBP ici. Potentiellement mise à BE du stop loss, je pense que c'est faisable. Il y a de la marge, on a cassé une résistance surtout. Donc là, c'est intéressant, on bute sur la même 50. Donc il y a la même 50 hebdo, à savoir la même 200. Donc là, un pullback. Et j'espère qu'on va avoir quand même une dernière vague de hausse pour aller chercher les 1,38. Et ici, pour moi, ce serait la fin du trade. Et encore une fois, peut-être garder un reliquat, mais on est quand même sur une grosse zone de polarité et ça pourrait bloquer. Donc, en zone des 4 heures, pour l'instant, rien à dire. Ça reste haussier, malgré un marché qui a besoin de souffler un peu pour effectivement retomber avant d'aller chercher la zone. Mais ça reste haussier, il n'y a aucune raison de vendre actuellement le GBP face au dollar. Bien au contraire, remontez vos stops, prenez quelques bénéfices si vous voulez, puis allez derrière, il faudra aller chercher les 1,38 et en extension les 1,3914. L'AUD-USD, je ne l'ai pas regardé, mais comme d'habitude, c'est la zone qui m'intéresse. On est où? On est retombé, c'est dommage. Bon, on avait une belle zone ici, mais finalement, il est en échec sur les 50% une nouvelle fois. Bon, on fera le point la semaine prochaine sur cette paire. On a vraiment un super niveau ici, à 1,073 à 64. Et là, ma crainte, c'est que ce soit de nouveau un échec. Ici, fausse cassure, doji. Et là, si on fait une bougie flux, on va repartir sur une étoile du soir doji. Potentiellement, de nouveau, un signal technique de retournement. Bon. J'attendrai la clôture de cette bougie. Là, c'est vrai que c'est dommage qu'on ait breaké le niveau de support. Bon, nécessite une confirmation. Je verrai si c'est une bonne zone pour revendre si le signal est confirmé. Dans l'idéal, comme je vous le disais, c'est vraiment la zone là, juste au-dessus, qui m'intéresse. La nouvelle zone, en tout cas, qui m'intéresse sur cette paire pour revendre, c'est le niveau des 61,8 de Fibo, couplé avec l'ancienne borne basse du canal et la borne haute de notre canal de reprise haussière. Donc là, on avait vraiment une très belle zone, beau niveau technique. Voilà pourquoi j'aurais aimé, en tout cas, voilà pourquoi j'attendais cette paire sur ce niveau-là. L'USD4 pour terminer sur le Forex. C'est bien parti. Je sais que Cédric a fait le suivi sur cette paire et qu'il l'avait donné dans le Forexpresso. Moi, j'étais arrivé un peu après sur cette bougie-là en me disant bon, c'est un peu tard, il faudrait espérer un pullback, ce serait quand même un peu mieux. Peut-être que Cédric vous a donné le signal un peu plus tôt et qu'il l'avait noté dès mardi, cette belle épaule tête-épaule. En tout cas, elle fonctionne. Signal validé, belle accélération. Plutôt du suivi de position, mais c'est vrai qu'on était en pleine accélération derrière.
Je m'attendais à vraiment un petit rebond, finalement pas du tout. Donc, je sais que certains l'ont prise, justement, donc je vais continuer à faire le suivi, mais Cédric devrait logiquement aussi faire le suivi sur cette paire. En tout cas, ça reste baissier. Peut-être une opportunité de revente si vraiment on va chercher le plaquis jaune pour les retardataires, sur signal baissier derrière. Pour les autres, vous pouvez déjà commencer à baisser votre stop, je pense. On l'avait placé par ici, par là. On peut très clairement rebaisser le stop. Et effectivement, si le marché rebondit un peu proche de la Kijun et que la MM50 retombe, et effectivement, pour celles et ceux qui souhaitent rentrer, je pense que ce sera encore possible. Voilà. Mais là, bon, pour moi, c'est trop tard. On a déjà fait une grosse baisse, une grosse partie du mouvement qui a été fait. Et certes, l'objectif théorique n'a pas été atteint, mais après, si vous voulez, le ratio risque-récompense n'est pas bon. Voilà. Shorter ici pour vendre là, pour aller chercher juste là, ça fait un ratio qui est pas terrible. D'où l'intérêt vraiment d'espérer un rebond un peu plus haut pour replacer son stop au-dessus. Et là, ça offrira vraiment un ratio au moins de 2 pour 1. Donc, ce qui est tout à fait honorable. Le gold. Rien à ajouter sur le gold. Même constat. Toujours bloqué sur les 1830. Bon. Ceux qui ont payé ici, souris, remontent le stop, espèrent une cassure des 1830. Les autres espèrent un nouvel échec pour tenter des achats à bon compte vers les 1800. Si le marché n'offre pas cette opportunité, eh bien, on attendra le break des 1830. Voilà. Le plan, c'est celui-là, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Et en cas de cassure des 1830, un stop sous les plus bas de cette bougie. Vers 1810, stop à 1830, premier TP aller chercher à 1850, et si on break l'oblique, direction borne haute du canal et 1910. Donc un premier TP avec un ratio pas terrible, si on break, mise à BE du stop, et on poursuit, en tout cas on espère une reprise haussière assez affirmée sur le métal jaune. Là, la bougie hebdo. La bougie hebdo est plutôt belle. Au moins, on reperce une fois le nuage. Ça, c'est intéressant. On casse notre Platen Can. Maintenant, j'aimerais qu'on casse la zone des 1830. Voilà, c'est le niveau clé, c'est le pivot clé qui va permettre derrière, si on franchit ce niveau, de libérer un nouveau potentiel haussier pour cet actif. En données 4 heures, bon, peut-être une épaule tête-épaule, mais elle est un peu moche, la deuxième épaule, elle est pas assez. Là, on avait vraiment une belle première épaule, celle-là, elle est un peu larvée. Mais on a un gros niveau. En fait. Voilà. Pour moi, le niveau clé, c'est 1830 si on break. Stop loss sous les plus bas ici. Et derrière, on laisse courir pour aller chercher 1850. Voilà le plan, il n'a pas changé. Et si malheureusement ça retombe, eh bien on continuera à travailler le bas du range ici. Voilà. Pour moi, c'est ça le nouveau range actuellement. Lui, je peux l'enlever. Je pense qu'on est de nouveau dans un range. Donc derrière, la zone de support qui m'intéresse, c'est ça. Sinon, alarme déclenchée si on casse les 1830. Le Brent, eh bien, j'espère que vous avez gardé un petit reliquat. Ah, c'est retombé, dommage. C'était en train de casser tout à l'heure. Bon, on est sur la zone. Je vous disais hier de penser à vous payer. Si certains sont restés, bon, c'est toujours possible de se payer une nouvelle fois ici. Maintenant, encore une fois, on peut remonter le stop un peu. Un objectif majeur a été atteint pour moi. Fin du trade, comme je vous le disais, mais dans l'idée, garder un petit reliquat. 10-15% de la position, dans l'espoir qu'on casse ce niveau. Car effectivement, si on casse, on va inscrire un nouveau plus haut et voilà, on va pas
on va pas cracher dans la soupe, et si on peut avoir un peu plus de gains, c'est tout aussi bien. Donc ici, on remonte un peu le stop, en stop win, on garde un reliquat. Pas question de vendre le Brent, c'est haussier, on n'a pas de changer de retournement. On attend de voir la réaction du marché, si ça casse, on ira chercher les 90. En données 4 heures, bon, je vais quand même surveiller cette bougie, mais tant qu'elle ne casse pas ma Tenkan, pas d'alerte baissière. Même si j'ai une petite formation de divergence ici, je le reconnais, même si elle n'est pas terrible, car je suis obligé de, vous voyez, ah non, autant pour moi, elle est comme ça. Bon, elle n'est pas validée. Si elle est validée, eh bien, prenez vos bénéfices, à vous de voir si vous souhaitez garder un reliquat, remonter votre stop en tout cas, peut-être que certains voudront la jouer, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas le cas et on n'a pas de changer de retournement. Donc plutôt une phase de stabilisation, d'où l'intérêt de remonter son stop. Ici, décidément je vais pas y arriver, voilà, par ici, la MM50 va remonter. Encore une fois, mettre son stop win sur ce petit reliquat qui reste. Et puis, on avisera la semaine prochaine en fonction de l'historique des prix qu'on aura eu cet après-midi. Voir si on travaille la zone dans un range ou au contraire que le marché est en train de former un chandelier, enfin du moins, oui, un chandelier de retournement, mais potentiellement nous indique un repli de marché à venir. Voilà. Mais pour l'heure, ce n'est pas validé et les prix sont toujours soutenus par la Tenkan. Le light, voilà, on est venu taper la zone mensuelle, pareil, pile poil. Maintenant, je suis plutôt en mode observateur sur le light. Et j'attends de voir. J'attends de voir si on a des signaux baissiers qui se matérialisent ici. Voilà, pour moi, on a atteint un gros niveau. C'est un gros morceau à franchir, les 84. C'est une belle zone mensuelle de prix. Maintenant, il y a de la force quoi, dans ce marché. Il y a une belle reprise ici en U. C'est assez solide. Donc, pour l'instant, trop tôt pour affirmer que le marché va se retourner et offrir un mouvement correctif. Non, je vais vous regarder les bougies, le sentiment que le marché marque une pause plutôt actuellement. Et pourquoi pas consolider dans un petit range. Bon, comme sur le Brent, plutôt un marché qui semble reprendre son souffle, qui se stabilise, pas de précipitation en tout cas. Toujours un biais haussier, on naviguera la semaine prochaine, voilà, en fonction des bougies ou si les US voilà, nous font une séance assez baissière ou au contraire, on avisera la semaine prochaine pour savoir s'il faut travailler cette zone à la vente ou au contraire continuer à chercher des achats si elle casse. Ça aussi, si on casse la zone, à mon avis, il faudra continuer à chercher, continuer de chercher des achats dans le sens du flux. Le Bitcoin. Le rebond technique, ça retombe. Pas besoin de l'Ishimoku pour le coup. Mais comme je vous le disais, simple rebond technique. Voilà, pas de reprise haussière. On a fait le rebond technique, ça retombe. On n'arrive pas à casser des résistances. Voilà le problème actuellement sur l'actif. C'est baissier. On va pas se mentir, on a un drawdown de 42%. C'est baissier depuis le mois de novembre, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Selon la théorie de dos, il n'y a pas à débattre là-dessus. C'est un rebond technique
Toujours pas une reprise haussière, ça manque de carburant. Je sais que Elon Musk a fait une annonce ce matin pour dire que Tesla acceptait les paiements en Dogecoin. Bon, le Dogecoin c'est un peu envolé, mais les autres crypto-monnaies, dont les majeures, n'ont pas profité de cette annonce. Maintenant, comme je vous le disais, celles et ceux qui voulaient vendre hier sur l'apparition ici de l'étoile du soir Doji, pourquoi pas avec un stop loss un peu plus haut, c'était pas interdit, de toute façon c'est baissier. Donc en l'absence de bougie flux, de cassure de résistance, je ne donnerai pas un plan de trading à l'achat sur le BTC, sauf si réaction sur une grosse zone de support. Bon, ici on a peu une grosse réaction, on n'a pas vu beaucoup de volume, pas de bougie de retournement, on a eu une réaction, rebond technique, et derrière ça retombe. Donc là, à mon avis, on va surveiller, mais on peut partir sur une stratégie de trading range. Voilà. En tout cas, ça y ressemble. On va de nouveau venir taper l'oblique. Un range, comme ici, à prévoir entre 44 000 et 41 000. Donc, stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Si vous voulez acheter ou vendre le PTC, faites-le sur des niveaux clés, sur les zones. N'intervenez pas au milieu du désert. Donc là, on attendra soit un retour sur les 44 000, soit un retour sur les 41 000 avec un signal, soit pour payer en trading. En DCA, bon, on attendra plutôt, je pense, une stabilisation du marché, car on peut avoir un meilleur niveau de prix. Encore une fois, hein, on est dans une tendance baissière. Nul ne sait si ce support-là va tenir ou pas. Si on casse, on ira chercher l'objectif théorique de la divergence. Ici, ce niveau casse, on ira chercher le bas du range hebdomadaire, enfin mensuel. Voilà. Pour l'instant, c'est sur le fil du rasoir. Tac. Donc range à travailler. Effectivement, on a un beau niveau de support pour intervenir avec une bougie sur signal. Donc pour les traders de range, vous connaissez l'étape clé, enfin vous connaissez le plan pour les traders moyen court terme. Pour les investisseurs DCA, eh bien soit on attend une cassure de résistance, auquel cas bon bah on n'a pas le point bas, mais au moins on a un élément qui confirme que le BTC commence à se retourner. Et donc ça évite de subir la baisse de plein fouet. Sinon, on attend la réaction du marché. Car si on casse, eh bien l'investisseur DCA ne va pas se presser car il pourra avoir du BTC peut-être à 36 000, voire même 30 000 si on va plus bas. Donc là, le but c'est pas d'attraper le point bas, sauf si vous faites du trading et que vous payez la borne basse du range, mais c'est vraiment d'éviter en fait de subir la baisse de plein fouet, car celles et ceux qui ont buy le dip ici, bon, gros dégâts, celles et ceux qui ont buy ici, pareil, sont en perte, donc en fait, mieux vaut avoir un peu de retard, mais avoir des signaux plutôt que tenter d'attraper le point bas, et si on se plante, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une chute de 15% si on va chercher la divergence, et si on retourne sur le bas du range, 28%. Donc si on peut éviter de subir cette baisse, eh bien, voilà pourquoi cela nécessite en tout cas d'être habile et d'intervenir sur des zones clés ou d'attendre des cassures indiquant une reprise. L'Ethereum sur sa zone intermédiaire posée, sur performance par rapport au BTC comme d'habitude, néanmoins posé sur zone, et malheureusement, si on est pile poil sur la zone, on est pile poil sur la zone. À la croisée des chemins, pareil. Là, je trouve que si ça casse, pareil, si on refait le plan, si ça casse, eh bien, les acheteurs, en tout cas les traders, attendront les 2875. Le bas de canal couplé à la prochaine zone de prix. Voilà. Ici, on a une belle zone de prix.
Si on recasse le support, on ira chercher le bas du canal. Et donc ici, on pourra commencer à chercher des achats. Si ça remonte, tant mieux. Si ça casse par le haut, potentiellement, vous avez un point bas. Et effectivement. Mais dans l'idée, c'est pas de précipitation. Pour rappel, l'objectif théorique de la divergence mensuelle, c'est 2545. Pour l'instant, elle est toujours vivante, cette divergence. Effectivement, on a un beau niveau ici, je le reconnais. Mais si ce dernier est cassé, on peut très bien faire une belle mèche, un bel excès, venir taper la zone et remonter. Voilà. Pour moi, la divergence est toujours en place. Parfaite, on a fait 38,2, on a fait un palier. Si on casse ces 38,2, à mon avis, on ira chercher notre plat qui joue. Voilà. Pour l'heure, si on affine, niveau d'intervention pour payer, voilà, 2875, bas de canal, pourquoi pas vers l'oblique, sur excès 2545. Là, en données 4 heures, on surfe vraiment, ouais, c'est limite. C'est vraiment limite, on a fait le double creux, c'est remonté, il y avait la divergence. Vous voyez qu'on est venu chercher encore une fois les 50%. Comme quoi c'est vraiment chirurgical, je trouve, le retracement de 50% de la dernière vague avec les divergences. Donc ici, belle div, double creux, on fait les 50% et on retombe. Donc là, pareil, si on casse la zone et qu'on clôture sous la zone, pas de précipitation, on laissera le marché aller chercher une nouvelle fois, enfin retomber vers la prochaine zone pour de nouveau chercher des achats et derrière repartir en direction des 3250. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, un très bon week-end et je vous dis à demain, autant pour moi, à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.